Nous avons vu jeudi dernier que la connaissance bien établie du risque climatique ne suffisait pas obligatoirement pour que des solutions nécessaires soient mises en œuvre. La problématique que nous avons tenté d'aborder ce soir est un peu différente avec la pandémie de SARS-CoV-2. En effet, les scientifiques, les politiques, les médias et les citoyens sont ici confrontés à des questions qui surgissent dans l'actualité. La démocratie se trouve alors exposée à l'urgence. Pour présenter rapidement cet aspect de science-conscience et démocratie, le professeur Alfred Spira, épidémiologiste, membre de l'Académie nationale de médecine, va nous faire, sans diapositive, je suis désolé, cette conférence pendant 1 heure. Il a notamment coordonné de grandes enquêtes nationales sur les comportements sexuels en France qu'il a mis en place avec l'INSERM et l'ANRS, l'Agence nationale de la recherche de la santé. Il a mené des recherches fondamentales sur les conditions environnementales et de la fertilité masculine, parmi lesquelles, en particulier, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Il a aussi développé des réflexions méthodologiques sur le développement des statistiques en biologie et en épidémiologie. Nous remercions le professeur Spira d'avoir accepté d'introduire le débat à ce propos avec le titre proposé « Rationalité scientifique et politique de santé publique, l'exemple du Covid-19 ». Donc la conférence introductive durera 1 heure, suivie d'1 heure de débat. Je vous remercie. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Je dois dire que jusqu'à ce que je reçoive l'invitation de M. Gély, je ne savais pas qu'il y avait une université populaire dans le 14e arrondissement. Je n'habite pas le 14e, j'habite le 13e, mais tout près du 14e. Et j'ai beaucoup d'amis ici, à commencer par Madame la maire. Et d'ailleurs, j'habite un quartier du 13e où je crois qu'on partage avec un morceau du 14e une circonscription législative et une députée, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment d'ailleurs. Pardon ? Ah, c'est pas la même. Bon, excusez-moi alors. Enfin, peu importe. Donc, voilà, je vais vous parler effectivement de problèmes très actuels et avec lesquels on vit au minimum depuis un peu plus de 2 ans et demi, depuis le début de la pandémie de Covid-19, et avec lesquels on n'a malheureusement pas du tout fini de vivre, qui sont ceux de la relation entre la rationalité scientifique, la recherche, pour parler plus simplement, la participation citoyenne et l'élaboration des politiques de santé publique. Bon, ce problème n'a pas émergé avec le Covid-19, c'est un problème qui existe depuis que l'humanité existe, en fait, qui est celui de l'évolution des relations entre la connaissance, ce qu'on appelle maintenant les faits scientifiques, et leur traduction en faits sociaux et en décisions individuelles et collectives dans le domaine de la santé, mais ça ne se restreint pas, bien entendu, au domaine de la santé. Alors je suis désolé que vous ne puissiez pas voir les diapositives, non pas qu'il s'agisse de chefs-d'œuvre à regarder, mais ça aurait, je pense, facilité votre aptitude à suivre ce que je dis, en particulier au cas où ceci ne serait pas complètement clair. Ce que je vous propose pour que les choses soient simples, c'est, si vous avez des questions en cours de route, des questions tout à fait ponctuelles, de mauvaise compréhension,
n'hésitez pas à me le dire et à m'interrompre, j'essaierai d'être plus clair, mais garder néanmoins les questions de fond peut-être pour la fin, puisque on a beaucoup de temps. Donc, juste pour me situer, pour que les choses soient extrêmement claires, je suis médecin, je suis épidémiologiste, j'étais professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Paris-Saclay, la première université scientifique française, et je dirigeais une unité de recherche de l'INSERM dans le domaine de la recherche en santé publique en général et de la recherche sur les questions de comportement, de reproduction humaine et d'environnement dans le domaine de la santé. Depuis, je suis retraité depuis 7-8 ans à peu près. J'ai à la fois une activité d'universitaire et j'ai publié il y a quelques semaines un ouvrage sur les inégalités sociales de santé qui s'appelle « Santé, les inégalités tuent » et qui est publié aux éditions du Croquant et que je vous invite à consulter. Ne vous inquiétez pas, je ne touche aucun droit d'auteur et le prix d'achat, quand on l'achète directement chez l'éditeur, doit être de 6 € ou 8 €, donc c'est quelque chose de très modeste. À côté de cette activité, je suis médecin bénévole à Médecins du Monde et je travaille beaucoup, je passe la moitié de mon temps, en fait, à l'accompagnement et l'accueil de personnes qui arrivent à la frontière à Briançon et qui viennent de pays du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient ou de l'Afrique. Donc j'ai une activité qui se situe beaucoup dans le domaine de l'humanitaire. On vient d'être confronté, on est encore confronté à une urgence sanitaire assez inhabituelle dans le monde dans lequel on vit, en tout cas par sa durée, par son intensité, qui est celle de Covid-19. J'y reviendrai très longuement, mais je veux que les choses soient claires. En tant qu'épidémiologiste, puisqu'au début, si je vous avais fait une conférence il y a 3 ans, je vous aurais dit que je suis épidémiologiste et je pense que au moins les 2/3 des personnes qui sont dans la salle m'auraient demandé qu'est-ce que c'est qu'un épidémiologiste, ou se le seraient demandé elles-mêmes si elles ne me l'avaient pas demandé. Maintenant, tout le monde sait ce qu'on désigne sous le terme d'épidémiologiste, et j'ai coutume de dire que maintenant en France, nous sommes tous plus ou moins épidémiologistes, jusque même le plus haut personnage de l'État, puisque vous vous souvenez que le président de l'Assemblée nationale, qui ne l'est plus aujourd'hui, avait déclaré que le président de la République aurait pu passer une thèse d'épidémiologie. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça, et l'épidémiologie est un peu plus compliquée que le discours qu'on peut lire et comprendre dans des journaux, aussi bon soit ce discours, parce que, comme toutes les disciplines scientifiques, l'épidémiologie repose sur des méthodologies extrêmement sophistiquées. Mais l'épidémiologie a aussi comme caractéristique d'être une discipline qui s'intègre dans le domaine de la santé publique, qui est un aspect plus large. La santé publique, c'est l'ensemble des disciplines, et pas seulement l'épidémiologie, l'ensemble des disciplines qui ont pour objectif de décrire l'état de santé de la population, de comprendre cet état de santé, en quoi il est bon, il n'est pas bon, pour certaines personnes ou pour certaines collectivités, et d'élaborer des stratégies d'intervention qui visent à préserver la santé ou à promouvoir la santé, j'y reviendrai encore. C'est donc un ensemble de disciplines qui ont chacune leur soubassement théorique, leur méthodologie et leur domaine d'application. Par rapport à la plupart des disciplines scientifiques, la santé publique a une caractéristique,
c'est que les sujets auxquels elle s'intéresse sont des sujets qui ont une traduction et des conséquences immédiates sur nos vies individuelles et sur nos vies considérées collectivement. Alors que des disciplines comme les mathématiques, par exemple, n'ont pas forcément de retombées immédiates, mais la plupart du temps, elles finissent par avoir des retombées immédiates, alors que des disciplines comme l'astrophysique ou des disciplines telles que la linguistique n'ont pas de retombées immédiates dans la vie de tous les jours, en tout cas pas de façon très très rapide. Une caractéristique de la santé publique, c'est d'être branché sur le réel d'hier, d'aujourd'hui et de demain matin. Donc on est en prise directe avec la réalité. Ceci s'est traduit pendant l'épidémie de Covid par un trop-plein, j'ose le dire, médiatique autour de ces disciplines. Et je vous cacherai pas que les sollicitations venant des médias, des journalistes, mais aussi des pouvoirs publics, ont été absolument innombrables et sont toujours absolument innombrables. C'est absolument incroyable le nombre de coups de téléphone que mes collègues et moi-même nous pouvons recevoir de toutes sortes d'instances ou d'organes de diffusion d'informations. Bon, ceci explique en partie les importants débats dont nous sommes témoins, dont nous sommes parfois acteurs, puisque chacun est libre de s'exprimer, bien entendu. Je voudrais juste préciser, si je vous dis tout ça, c'est que personnellement, ayant eu une activité, mais étant maintenant impliqué dans d'autres activités, j'ai à peu près systématiquement refusé toutes les sollicitations qui m'étaient faites, sauf dans un domaine qui est celui dans lequel je suis actif, je vous ai dit, qui est l'accueil des personnes migrantes immigrées sur le territoire national ou en Europe. Si je vous dis ça, c'est que si par hasard vous tapez mon nom dans votre moteur de recherche préféré, vous le verrez relativement peu pour le Covid, sauf pour l'accueil des réfugiés, l'accueil des immigrés. J'ai néanmoins accepté l'invitation qui m'était faite de venir ce soir parce que je trouve que c'était important et intéressant, en tout cas intéressant pour moi, pour vous, vous me le direz après, d'échanger avec vous et d'avoir votre ressenti. Donc, non pas sur la recherche scientifique sur le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, ça c'est pas mon champ. Mon champ, c'est la santé publique, c'est-à-dire comment on produit des connaissances, quelles connaissances ont été produites et comment elles interagissent avec la société. Alors comment elles interagissent avec la société, ça veut dire, sous le terme de société, ça veut dire deux composantes. D'abord les individus, les personnes que nous sommes, les uns et les autres, personnes uniques, donc individuelles, qui avons des comportements, des ressentis, des représentations, et puis aussi une santé qui peut être bonne, pas bonne, et des comportements vis-à-vis de cette santé, et des actions de façon à la préserver ou ne pas la préserver. Et puis, la société, c'est aussi les regroupements d'individus, c'est-à-dire collectivement, les individus regroupés collectivement, par ville, par quartier, par âge, par sexe, par genre, par appartenance religieuse, politique, philosophique, tout ce que vous voulez. Et d'emblée, pour bien poser le problème, ou le débat, dans tout ce que je vais vous dire, je pense qu'il faut avoir en permanence présent à l'esprit qu'il y a deux composantes, les composantes individuelles et les composantes collectives. Et comme vous le savez toutes et tous, la composante collective,
n'est pas seulement la somme des composantes individuelles, c'est beaucoup plus ou beaucoup moins. En particulier du fait des interactions qui se créent et des modifications de comportements collectifs à partir de l'interaction entre des comportements individuels. Tout ça pour vous dire aussi que les choses sont très compliquées, qu'elles reposent sur des connaissances scientifiques, je préfère employer le terme de faits scientifiques, qu'elles reposent sur l'analyse de ces faits scientifiques, qu'elles reposent sur des décisions qui peuvent être des décisions individuelles et ou des décisions collectives. Que bien comprendre, essayer de bien décortiquer l'ensemble de ces mécanismes doit se faire d'une part à l'aune de la société avec laquelle on interagit, c'est-à-dire des personnes et des collectivités qui la composent. Ceci doit se faire dans une parfaite connaissance de part et de d'autre des faits scientifiques dont nous disposons, mais aussi des représentations que nous avons de la réalité dans laquelle nous vivons, de nos choix individuels, de nos décisions individuelles. Donc tout ça doit se faire, au minimum, dans un contexte qui a recours à la chose sûrement la plus importante que nous ont léguée, en particulier les philosophes grecs, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie qui implique la rationalité de nos choix individuels et collectifs et éventuellement l'adhésion ou le rejet des décisions qui résultent de nos choix individuels. Je m'excuse, je parle de façon un peu abstraite, mais ce que je veux dire et ce sur quoi je reviendrai un peu plus longuement très rapidement, c'est que par exemple si on pense à la question de la vaccination contre le Covid, on sait bien que les informations, les faits scientifiques sur lesquels on se base peuvent être sujets à discussion comme le sont tous les faits scientifiques. Tous les faits scientifiques, et dans toute l'histoire, ont toujours fait l'objet de débats scientifiques par nature. Et les décisions que nous prenons peuvent être individuellement et collectivement remises en question, acceptées ou refusées, sans que ceci n'implique de jugement de valeur, mais en tout cas de mon point de vue, simplement, ceci implique une rationalité, du raisonnement, puis éventuellement du débat, de la discussion, puis éventuellement une adhésion collective ou pas collective. Donc la démocratie se situe au cœur des questions de rationalité scientifique, débat scientifique, choix de société, donc choix politique. Quand je dis politique, c'est pas c'est politique au sens, j'ai fait référence aux philosophes grecs. Quand je dis politique, c'est la vie de la cité, c'est Socrate. C'est dans ce sens-là que j'entends le mot politique, bien entendu, et c'est un peu plus large que la droite ou la gauche. Voilà. Alors les questions auxquelles je vous propose que nous réfléchissions ensemble sont au nombre de deux. La première, c'est dans quelle mesure les décisions publiques et privées ont-elles effectivement pris en compte en même temps l'évolution des faits scientifiques et des connaissances, des représentations, des contraintes de vie individuelle et collective des populations concernées par cette épidémie. Parce qu'effectivement, tout ceci, tous ces tenants et aboutissants
sont à considérer. La deuxième question est de savoir si dans le but de préserver, protéger ou recouvrer la bonne santé, pourquoi et comment mobiliser la société civile et les expressions citoyennes dans le domaine des sciences en général, en santé publique en particulier, et de la prise de décision. Donc voilà, si ça vous va en tout cas, les questions autour desquelles je souhaiterais argumenter. C'est bon jusque-là? Personne n'a de problème? Est-ce que... voilà, moi j'essaye d'employer les mots adéquats, mais si certains termes ne sont pas clairs ou certains concepts ne sont pas clairs, je vous en prie. Alors, la première, dans quelle mesure les décisions publiques et privées ont-elles effectivement pris en compte en même temps l'évolution des faits scientifiques et les connaissances, représentations et contraintes de vie individuelle et collective des populations concernées par cette épidémie? Et la deuxième question est, dans le but de préserver, protéger et recouvrer la bonne santé, pourquoi et comment mobiliser la société civile et les expressions citoyennes dans le domaine des sciences en général, en santé publique en particulier, et de la prise de décision? Alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez bien quand même, je voudrais, parce que je vais beaucoup vous parler de santé, je l'ai déjà fait, je vais beaucoup vous parler de prévention, et donc je voudrais juste vous donner des définitions. La santé, tout le monde sait ce que c'est, mais enfin il faut quand même arriver à le définir. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote concernant le mois de septembre 1789, à l'Assemblée nationale, tout jeune constituée, les députés, ils avaient décidé d'instituer le mariage civil. Jusque-là, il y avait que des mariages religieux. Et puis il y en a un casse-pied, mais il y en a toujours, surtout parmi les députés, qui a dit, écoutez, avant de définir le mariage civil, il faudra définir le mariage. Alors on dit, mais tout le monde sait ce que c'est comme mariage. Le mariage, ils ont essayé de donner des définitions du mariage, et puis chacun avait sa propre définition du mariage. Donc ils se sont réunis, ils ont nommé une commission qui a travaillé pendant 3 semaines, et puis cette commission est revenue en disant, on vous propose comme définition que le mariage, c'est un contrat qui unit 2 personnes qui ont décidé d'essayer de vivre ensemble. Et ils se sont fait renvoyer, on leur dit, mais enfin, vous avez travaillé pendant 3 semaines pour dire ça. Alors ils ont sorti toutes les définitions du mariage sur lesquelles ils avaient travaillé. Finalement, ils ont adopté celle-là parce que sinon ils n'auraient plus le temps de faire autre chose. Alors la santé, ça c'est facile, elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez sûrement entendu parler de l'OMS dans le courant de l'épidémie. OMS sur laquelle on tape énormément, mais enfin si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Donc la santé, la OMS l'a définie comme un complet état de bien-être physique, mental, social, puis maintenant moi j'ajoute environnemental. Donc complet état de bien-être physique, mental, social et environnemental, et pas seulement l'absence de maladie. Donc la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est la bonne santé en fait. Complet état de physique, de bien-être. Alors, après c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Mais voilà, on va prendre ça comme définition. Donc la santé quand même, c'est la bonne santé. Ça veut dire que le but de la prévention, ça désigne toutes les actions qui visent à préserver la bonne santé. La prévention, c'est quelque chose qui dépend d'abord de nos caractéristiques, de nos gènes, de ce qu'il y a dans notre corps, de la façon dont on est fait biologiquement, mais pas seulement.
ce qu'on appelle les déterminants de la santé, de la bonne santé, sont très nombreux. Je vous en cite quelques-uns pour vous montrer que ça va bien au-delà de la médecine. C'est l'éducation en général et l'éducation à la santé en particulier. C'est les comportements, c'est les conditions de travail, c'est l'estime de soi, c'est la position sociale, ce sont les revenus, c'est l'environnement, c'est l'alimentation, c'est l'exercice physique. C'est plein de choses qui ne relèvent pas de votre docteur quand vous allez le consulter. Je pense que votre docteur s'est rarement intéressé à vos diplômes, à votre niveau de revenu ou à votre estime de soi. Donc, voilà le cadre posé. La santé, la prévention. On a coutume aussi, et j'en parlerai un peu, de parler de promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est à la fois les choix individuels et collectifs qui ont à voir avec la santé. Donc, les choix individuels, c'est par rapport à ma santé. Comment est-ce que je me comporte? Comment je choisis? Est-ce que je choisis librement? Donc comment je me comporte, comment je choisis, et qu'est-ce que je fais pour préserver ma bonne santé, ou qu'est-ce que je fais qui risque de nuire à la préservation de ma bonne santé. Et puis la promotion de la santé, ça se fait à l'échelon individuel, et ça se fait à l'échelon collectif. Dans quel environnement je vis? Quelle sensibilité j'ai aux publicités pour boire des boissons sucrées, du Coca-Cola, de l'alcool ou seulement de l'eau? Quel moyen de transport j'utilise? Quel moyen de transport nous utilisons collectivement? Quel environnement nous promouvons? Quelles sont les conditions de travail? Toutes les politiques publiques peuvent avoir des conséquences sur la santé et devraient avoir une composante santé. Donc les déterminants de la santé, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète, sont à la fois individuels et collectifs, et on peut imaginer que dans nombre de situations, ils n'aillent pas dans le même sens. On peut imaginer que une famille aux revenus très modestes, habitant un petit logement dans la banlieue nord de Paris, fasse tous les efforts pour avoir une alimentation saine, consommer le moins possible de produits qui sont nuisibles à la santé, etc. Et par ailleurs soumise à des conditions d'environnement, de logement, de transport, de travail qui ne soient pas les plus favorables à la santé. Voilà. Et donc, on voit bien que ces questions relatives à la santé sont des questions qui sont bien entendu d'ordre biologique et médical. Je ne vous ai pas cité, mais personne n'a levé la main pour me dire « Hey, vous oubliez, il y a un déterminant majeur de la santé, c'est le recours au système de soins. » L'hôpital, le docteur, la kiné, l'infirmière, ou la psychologue. Voilà. Donc, la santé a des déterminants qui sont nos caractéristiques individuelles et le fonctionnement du système de santé, c'est des caractéristiques biologiques et médicales, pour dire court. Mais les déterminants, l'ensemble des autres déterminants sont d'ordre social et politique. Et finalement, on voit bien que la santé est le résultat autant de déterminants sociaux et politiques que de déterminants biologiques et médicaux. Ça veut dire, ça a un contenu extrêmement fort, quasiment révolutionnaire à l'heure actuelle en France, et de dire que la santé est loin
d'être seulement l'affaire des médecins, ou des docteurs en général, ou des professions de santé. Mais que la santé dépend sûrement au moins autant. On considère que la santé dépend à 80% de déterminants qui sont sociaux et politiques, et seulement à 20% du recours au système de santé, qui est d'ailleurs en France généralement essentiellement un système de soins, sauf depuis quelques mois, puisque le ministre de la Santé s'appelle maintenant le ministre de la Santé et de la Prévention. La seule question que ça pose pour moi, c'est de savoir si la prévention doit être rattachée seulement au ministère de la Santé et pourquoi elle ne serait pas rattachée au ministère du Travail, au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Agriculture. Donc, alors excusez-moi, il faut que c'est un peu moins commode, mais c'est pas grave. Alors, je voudrais maintenant passer un petit peu en revue et approfondir ce que je viens de vous dire en guise d'introduction. On voit bien que la santé, c'est un phénomène complexe. J'ose pas dire une problématique, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques mois, on utilise le terme problématique à la place du mot problème. La santé, ce n'est pas un problème, mais c'est une problématique, c'est-à-dire c'est un ensemble, un domaine qui soulève un ensemble de questions qui reposent sur un ensemble d'hypothèses qui eux-mêmes constituent des problématiques. D'accord ? Donc, la santé, c'est un ensemble de problématiques compliquées qui relèvent à la fois de l'épidémiologie, à laquelle je m'intéresse, de la biologie, de la médecine, mais aussi des sciences sociales, aussi des sciences humaines, aussi de l'économie, mais aussi de la géographie, aussi de l'urbanisme, etc., aussi des mathématiques, bien entendu. Donc, tout un ensemble de disciplines, de disciplines scientifiques. Et la question auquel je voudrais m'intéresser, là, pendant quelques minutes, c'est de savoir si dans notre pays, on est bien armé vis-à-vis de l'appréhension, de la compréhension, de l'appropriation par les citoyens des éléments venant de ces disciplines scientifiques, de façon à ce qu'ils puissent pleinement participer à la construction de leur santé au niveau individuel et au niveau collectif. Alors il se trouve qu'avec quelques collègues, on est une douzaine, on a très récemment créé une fondation qui s'appelle la Fondation Georges Charpak, l'Esprit des sciences. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous se souviennent de Georges Charpak, qui était un très grand physicien. Il a eu le prix Nobel de physique d'ailleurs. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont dans l'enseignement ou qui auraient été dans l'enseignement dans cette salle. Il a créé un dispositif qui s'appelle la main à la pâte. Et le credo de Georges Charpak, qui habitait pas le 14e, mais tout près, là, dans le 5e, pas loin, à côté de l'Institut Curie. Le credo de Georges Charpak était qu'il y avait d'autres manières d'enseigner les sciences, qu'il ne récusait pas la façon dont on enseignait les sciences. Il disait que la façon dont on enseigne les sciences est trop déconnectée du réel. Et à côté des approches théoriques qu'on développe dans le monde éducatif, on peut avoir des approches qui soient basées sur de l'expérience pratique et de l'expérience du réel. Par exemple, moi j'ai participé avec lui à une petite aventure qui constituait dans des classes de cours élémentaires, cours moyens, de construire des petites rivières artificielles et puis des barrages et d'essayer de mettre en place des turbines pour produire de
de l'énergie. Et avec ça, lui, il apprenait la mécanique des fluides, j'ose pas dire la thermodynamique, mais presque, et de façon à ce que les citoyens soient mieux armés pour analyser, comprendre et éventuellement modifier ou utiliser le mode dans lequel ils vivaient. Et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire sur la santé, on voit bien que ce type de raisonnement est important parce qu'on ne peut pas acquérir des connaissances qui sont celles de chercheurs de très haut niveau en biologie, en mathématiques, en sociologie, voilà, dans toutes ces disciplines. Et donc, on a créé cette fondation pour nous battre, pour à la fois faire que la formation scientifique soit moins élitiste dans le système scolaire dans lequel on vit, d'une part, et que, d'autre part, le monde politique ait plus de proximité avec le mode de production des connaissances scientifiques et des faits scientifiques pour qu'ils soient utilisés dans la vie réelle. Alors, l'une des choses importantes, et la raison pour laquelle je vous parle de cette fondation, c'est pas seulement c'est pas du tout même pour faire de la publicité pour cette fondation, mais l'une des choses, c'est que l'objectif qu'on a, c'est de faire comprendre aux citoyens et aux décideurs, et puis les citoyens deviennent décideurs, et les décideurs redeviennent citoyens, de toute façon, donc on est tous concernés par ça, que la méthode scientifique est quelque chose de compliqué qui n'est absolument pas figé. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a un physicien italien de grand renom, ils sont très forts en physique, les physiciens, les Français aussi d'ailleurs, mais les physiciens sont vraiment très forts en physique, qui a interpellé le ministre qui s'occupe de l'énergie en Italie, parce que ce ministre, à propos de discussions sur le nucléaire, a fait toutes des déclarations assez longues pour dire « je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Et c'est des choses qu'on entend en France sur le nucléaire, c'est des responsables politiques qui mettent en doute ce qu'on peut dire. On peut être pour ou contre le nucléaire pour des tas de raisons, et c'est très respectable, mais il ne s'agit pas d'un problème de croyance. Il ne s'agit pas de l'existence ou la non-existence de Dieu. Il s'agit de modes de production d'énergie ou d'utilisation d'énergie dans un but de production d'armes. Il ne s'agit absolument pas en aucune sorte de croyance. Et donc, dans cette fondation, ce qu'on veut, c'est expliquer ce que c'est que la méthode scientifique. La méthode scientifique, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'observation. On observe ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire on observe la nature, sous toutes ses formes. À partir de l'observation de la nature, on essaye de construire des modèles explicatifs du fonctionnement de la nature. Quand je dis la nature, ça peut être des fleurs, ça peut être des personnes, ou ça peut être des planètes. Vous avez entendu, il y a 2 jours, là, on a lancé un objet spatial non identifié pour aller rencontrer une météorite. Enfin, c'est aussi la nature. Hein, c'est aussi la nature. C'est plus difficile de l'observer, mais enfin, voilà. Et donc, c'est la méthode scientifique, c'est essayer d'expliquer le fonctionnement de la nature en formulant des hypothèses. Voilà, Galilée, il avait formulé une hypothèse sur la forme de la Terre et la rotondité de la Terre. Mais ces hypothèses, elles peuvent être remises en cause. Le terme qu'on emploie généralement, c'est qu'on dit que ces hypothèses peuvent être réfutées. Il y a un grand philosophe, je ne vais pas vous citer beaucoup de noms, j'ai cité Charpak, que beaucoup d'entre vous connaissent. Le philosophe de la réfutation des hypothèses, c'est Karl Popper. C'est un philosophe allemand,
enfin suisse-allemand d'ailleurs, je crois, qui a bien décortiqué le mode de raisonnement scientifique. Et le mode de raisonnement scientifique, c'est effectivement de formuler une hypothèse. Par exemple, on peut formuler l'hypothèse que le virus responsable du Covid a été hébergé par des chauves-souris, qu'il a été transmis à des animaux et que ces animaux ont été capables, parce qu'on les a tués, on les a mangés, on les a manipulés, de le transmettre à l'espèce humaine. Mais ça n'est que des hypothèses. Et peut-être que c'est effectivement la vérité, et peut-être que ce n'est pas la vérité. Il y a une autre hypothèse alternative, vous savez bien, qui est de dire que ce virus, il est sorti accidentellement d'un laboratoire dans lequel il était, parce qu'il aurait été produit dans un but de destruction d'une partie de l'humanité, ou simplement pour faire des expériences. Tout ça, ça n'est que des hypothèses. Et ces hypothèses, elles sont faites pour faire avancer la compréhension du mode de fonctionnement de la nature et pour éventuellement être réfutées. Et par principe, toutes les hypothèses scientifiques peuvent être réfutées. Mais elles ont, avec elles, une probabilité plus ou moins importante d'être irréfutables. Mais c'est très rare, les hypothèses qui sont irréfutables. Bon, pour Galilée, c'était la Terre qui tournait, Galilée, je confonds toujours. Oui. Et Galilée, vous savez bien que quand il a fini par être raccourci, je crois, et il a dit, et pourtant elle tourne. Et effectivement, réfuter l'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil serait quelque chose de difficile, mais pourquoi pas ? Peut-être que nous avons une représentation dans la nature qui fait que cette hypothèse est quasi certaine, moi j'ai envie de dire certaine, et qu'en réalité ça n'est pas le cas. Et ça c'est important, le sujet j'y suis pas venu jusqu'à maintenant, je m'excuse, mais j'y viens, sur le Covid, c'est que on formule des hypothèses, et on ne peut travailler qu'avec des hypothèses, mais aucune hypothèse n'est prouvée de façon définitive. En sens inverse, quand M. Raoult vient et dit on va traiter le Covid avec l'hydroxychloroquine, vous savez ce que c'est ? C'est la quinine qu'on utilise pour traiter le paludisme. Hein ? Bon, on avait envie de lui dire, mon vieux, si ça traitait le Covid, on le saurait. Hein ? Enfin, on ne connaissait pas le Covid, mais quand même. Bon. Mais c'est une hypothèse comme une autre, et il faut la réfuter. La réponse n'est pas de dire « je n'y crois pas ». C'est mettre en place toutes les expérimentations possibles et imaginables pour réfuter ou ne pas réfuter cette hypothèse. Alors, en pratique, dans le raisonnement scientifique, quand la probabilité qu'une hypothèse ne soit pas réfutée est supérieure à 95%, on considère qu'on peut travailler avec une bonne confiance avec cette hypothèse, jusqu'à ce qu'elle soit éventuellement réfutée. Et toute la littérature scientifique ne comporte que des travaux visant à décrire des observations de la nature, proposer des hypothèses explicatives du fonctionnement de la nature et proposer des expérimentations visant à savoir si cette hypothèse est réfutable ou n'est pas réfutable. Voilà, si j'insiste un peu et si je répète, c'est que si vous écoutez BFM TV, alors maintenant, je crois que moi, c'est pas ma chaîne de télévision préférée, enfin, je n'en ai pas d'ailleurs, mais pendant l'épidémie, je l'ai regardé comme tout le monde, et quand même. Et
les gens disaient soit je n'y crois pas, soit il est prouvé de façon définitive. Les deux raisonnements n'ont pas de sens d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de faits scientifiques. Et des faits scientifiques qui sont démontrés de façon irréfutable et définitive, on n'en connaît pas. Ils sont pratiquement irréfutables, mais pas de façon définitive. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je suis un peu long, mais le premier point, c'est que face à l'épidémie de Covid à laquelle on est confronté, il importe d'abord que la méthode scientifique puisse être appréhendée par l'ensemble des citoyens, par tout le monde, individuellement et collectivement. C'est absolument fondamental. C'est d'abord donc un souci pédagogique. Alors il faut aller vite, bien sûr, mais on peut aller vite. On sait tous très bien que si on se donne les moyens, quelle que soit la tâche à accomplir, on peut aller vite. Ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi les personnes qui disent « j'y crois pas », pourquoi elles disent « j'y crois pas ». C'est des personnes sensées. Enfin, il y a une grande hétérogénéité dans nos capacités d'abstraction, de formulation, tout ce qu'on veut, mais enfin, voilà, toutes les paroles de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, sont audibles. Si les paroles de ces personnes semblent constituer par rapport à ce qu'on appelle l'état de la science, c'est-à-dire l'état des hypothèses formulées pour expliquer le fonctionnement de la nature auquel on est confronté, c'est-à-dire le développement d'une épidémie avec des vagues qui commencent les unes après les autres, des gens qui sont vaccinés, qui devraient pas, dont on pensait qu'ils n'auraient pas la maladie et puis qui ont la maladie. Moi, j'ai été vacciné 4 fois, comme beaucoup d'entre vous sûrement, et j'ai eu le Covid il y a un mois, là, au mois d'août. Voilà, j'étais pas très content, mais enfin, c'était le Covid, hein. C'était comme ça. Donc, je pourrais maintenant dire, dans le fond, je l'ai eu une fois, je suis pas mort, donc c'est pas très grave, et puis j'arrête avec ces conneries de vaccination, ça marche pas, et puis on verra bien. Bon, on sait bien que non, c'est pas aussi simple que ça, parce que la vaccination, quand même, diminue dans des proportions considérables la survenue de formes graves, et les formes graves, c'est dangereux, et on en meurt et on continue à mourir. Au passage, parce que j'aurai pas le temps de tout vous dire, est-ce que vous savez combien il y a chaque jour en France de morts reliées au Covid aujourd'hui? Oui, on est entre 30 et 50 là, cette semaine. Entre 30 et 50. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mettons 40. Pour une semaine, ça fait à peu près 300 personnes. C'est-à-dire un avion de ligne qui s'écrase. C'est ça l'ampleur de l'épidémie aujourd'hui. Hein? Donc, s'il y avait toutes les semaines un avion de ligne qui s'écrasait, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore des départs d'avions de ligne. En tout cas, avant de prendre l'avion, on se demanderait s'il n'y a pas un moyen plus simple et moins risqué de se déplacer. Alors, on a donc affaire à une société dans laquelle il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations, beaucoup de remises en cause. Les remises en cause, c'est j'y crois pas, ou j'hésite. Alors, la réponse sociale, je vais passer très vite parce qu'on connaît tout ça, mais ça a été quand même absolument extraordinaire. Les premiers cas de Covid, le premier déclaré officiellement, entre guillemets, date de décembre 2019. Vraisemblablement, il y en avait quelques mois auparavant. Le 9 janvier, la Chine et l'Organisation mondiale de la santé, le 9 janvier 2020, ont annoncé une maladie bizarre
en disant qu'il s'agissait d'un coronavirus qui avait été isolé. Ça a été très vite. Le 11 janvier, 2 jours après, ils ont publié la séquence du génome, c'est-à-dire l'ARN, la signature génétique du virus, dans une revue internationale et de façon ouverte. Alors que jusque-là, les séquences, la plupart du temps, les séquences génétiques sont protégées par des brevets parce que ça va donner lieu à la fabrication de tests et de vaccins et que ça rapporte des gros sous. Là, immédiatement, la publication a été faite dans une revue ouverte. En mars 2020, on a créé le fameux conseil scientifique présidé par Jean-François Delfraissy. En janvier 2021, on a créé le conseil présidé par un habitant du 14e arrondissement, le conseil d'orientation vaccinale, présidé par Alain Fischer. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Delfraissy, Fischer, mais pas que, de très nombreuses personnes dans la société ont dit « Eh oh, eh oh, eh oh, c'est très bien là, ces grands chercheurs, mais les citoyens dans tout ça ». On avait donc des conseils scientifiques, on avait des décideurs, le gouvernement, qui quand même, vous vous souvenez, ils n'étaient pas très bien dans leurs bottes quand même. Enfin, on les comprend, hein, personne n'avait envie d'être à leur place. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas envie d'être à leur place. Et on n'a pas du tout associé la société. Or, je vous ai dit tout à fait au début que la démocratie est partie prenante, par nature, des décisions qui doivent être assises sur des faits scientifiques, sur des résultats, sur des hypothèses scientifiques. Qu'à cela ne tienne, on a créé un comité, peut-être que vous vous souvenez que vous en avez entendu parler, de 35 personnes qui ont été tirées au sort, 35 citoyens représentatifs de la société française. Bon, je passerai sur 35 citoyens représentatifs, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais enfin, disons qu'ils ont été tirés au sort. Vous savez, comme la Convention citoyenne, mais là, il y en avait 300 ou 350. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler des travaux de ces 35 citoyens ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'ils ont fait ? Enfin, ils ont travaillé. Je suis certain qu'ils ont travaillé. Ils sont réunis pendant les week-ends par Zoom. Bon, mais enfin, au mois de septembre, on a décidé que finalement, c'était pas... On a dissous le comité des 35 citoyens. Donc, on s'est trouvé dans une situation qui est très intéressante par rapport à la réflexion qu'on a ce soir. On a réuni les meilleurs scientifiques disponibles dans le pays. Il y avait des cliniciens, des virologistes, des immunologistes, des médecins, des sociologues, une historienne. Donc on a mobilisé d'autres disciplines scientifiques que les disciplines biologiques et médicales. Et le conseil scientifique lui-même a demandé à ce qu'on lui adjoigne ou on crée à côté un comité de citoyens qui puisse être associé à la réflexion d'ensemble avant que les éléments ne soient portés à la connaissance de l'exécutif, dont c'est le boulot, et qui a fait son travail, qui a pris des décisions. Mais cet exécutif a pris des décisions, le moins qu'on puisse dire, c'est de façon un peu verticale. Vous vous souvenez peut-être encore comme moi de M. Macron, le 11 mars 2020, annonçant le premier confinement. Hein, on ne peut pas dire que ça ait fait l'objet d'un débat social très nourri dans le pays, et chacun était abasourdi, et on comprenait pas grand-chose. Et donc, je trouve que... Oui, on a commencé un peu, pas à la demi, hein, mais enfin bon, d'accord, j'accélère un peu. On est confronté à une situation... Il y a trois grands types d'acteurs, en fait.
Il y a les scientifiques de toutes les disciplines, il y a les citoyens et il y a les preneurs de décision. Et on a oublié la deuxième branche dans ce qui a été mis en place. C'est assez dommage qu'on n'y ait pas pensé parce qu'on a fait comme si on n'avait pas d'expérience. Alors c'est pas vrai, des expériences comme ça, on en a depuis que l'humanité existe. L'une des expériences les plus intéressantes, je vais aller très très vite, mais qui est proche de nous, c'est une épidémie de choléra à Haïti, qui est survenue entre 2010 et 2012. Épidémie de choléra à Haïti. On a réuni les meilleurs scientifiques du monde, ils ont publié des magnifiques papiers, tout ça, et ils ont conclu que l'épidémie de choléra était la conséquence de phénomènes climatiques, le réchauffement climatique, l'eau stagnante, tout ça. Bon. En fait, l'épidémie de choléra à Haïti, elle a été produite par des militaires des casques bleus qui ont été importés en Tahiti et qui venaient de Birmanie ou de Thaïlande et qui avaient été victimes d'une épidémie de choléra là où ils étaient. Et comme tout avait été détruit par le tremblement de terre, qui avait fait 200 000 morts, on a été très vite, et il n'y avait pas de latrine pour ces gens-là, donc ça a provoqué une épidémie de choléra. Donc c'est pas du tout un phénomène climatique, c'est une création de l'homme. Il a été apporté par des hommes. Et un médecin français, René Piarou, dont lui, je ne sais pas s'il habite le 14e, mais il n'est pas loin en tout cas, il est à la Pitié, a pu combattre l'épidémie de choléra en renversant la vapeur et en travaillant directement avec les familles, en leur apprenant à se laver les mains, à ne pas manger n'importe quoi, ne pas boire les eaux stagnantes, et il a mis fin à l'épidémie de choléra. Donc on avait des exemples très proches de nous, et on les a pas utilisés. Tout ça pour dire, donc je vais bientôt terminer, que ce qui est important, c'est à la fois d'avoir des prémices scientifiques, des méthodes de travail, de la recherche, de l'élaboration de faits scientifiques aussi solides que possible, mais de ne jamais oublier d'associer le corps social à l'utilisation de ces faits scientifiques dans la prise de décision individuelle et collective. Individuelle et collective. Parce que nous sommes tous concernés, chacun d'entre nous. Et alors, il faut le faire, ça, je terminerai peut-être par ça, deux choses. Il faut le faire de façon extrêmement délicate. C'est-à-dire, tout le monde est concerné, mais tout le monde n'est pas concerné de la même façon. Nous n'avons pas tous le même âge, pas tous le même sexe, pas tous le même niveau d'éducation, pas tous le même niveau de revenus, pas tous la même anxiété, pas tous les mêmes comportements, etc., etc. Nous sommes très différents. Certains d'entre nous sont plus forts que d'autres, certains d'entre nous sont plus vulnérables que d'autres. Donc il faut à la fois appliquer des mesures universelles reposant sur des faits scientifiques qui peuvent avoir une valeur universelle, mais qui ne l'ont pas forcément. Les mécanismes de transmission ne sont pas les mêmes selon que l'on est riche ou pauvre, selon qu'on habite un grand appartement ou un petit appartement, selon qu'on prenne le métro pour aller nettoyer des bureaux à 5 heures du matin, ou qu'on fait, comme je l'ai fait pour venir ici, on prend sa bicyclette pour se déplacer. Donc il faut des mesures universelles, mais il faut ce qu'on appelle un universalisme proportionné. Universalisme qui soit adapté aux caractéristiques et donc, in fine, aux risques de chacun. Ça, c'est la première conclusion à laquelle je voulais arriver. La deuxième conclusion, c'est qu'on voit bien avec ce phénomène, mais je vous ai parlé du choléra, du réchauffement climatique, et j'aurais pu vous parler de la peste de Marseille en 1434 ou en 1343, je ne sais plus. J'aurais pu vous parler des épidémies de choléra à Paris en 1848, 1850, 1853. J'aurais pu vous parler de la variole, qui est
sûrement un des facteurs qui a fait que la France a perdu la guerre de 1870, etc. J'aurais pu vous parler de la grippe espagnole. À chaque fois sont associés des phénomènes biologiques, des phénomènes climatiques, des phénomènes comportementaux, le pangolin vendu sur le marché de Wuhan. Et donc, considérer simplement, si j'ose dire, la santé humaine n'est qu'une partie du problème. Il faut considérer la santé humaine, la santé animale et l'environnement tel qu'il est ou que nous avons modifié, dans lequel tout ceci se passe. Avoir cette approche globale, on la désigne maintenant sous un terme anglais, on pourrait dire en français, on appelle ça une seule santé, c'est-à-dire la santé dépend à la fois des individus, des humains, des animaux et de l'environnement et de l'écologie. Maintenant le terme consacré, le terme anglais qui est One Health. Donc vous entendrez sûrement parler de One Health, qui est maintenant inscrit dans la loi française d'ailleurs, ou qui va être inscrit avec une loi qui doit être votée très prochainement. C'est-à-dire considérer ces questions de santé de façon, on emploie un terme que j'aime pas beaucoup, mais il veut dire de façon holistique, et pas seulement de façon réductionniste, en considérant que notre santé à nous, humains, parce que nous sommes le plus important. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? Alors, il y a qu'un micro. Je vous le donne? Pardon. Oui, ma question, c'est. Moi, je veux bien pour la démocratie, en principe, je suis d'accord, mais quels sont les moyens? Parce que dans des circonstances comme le Covid, en arrivé comme ça, qu'est-ce que vous voyez comme moyen pour associer les citoyens? Et qu'est-ce que veut dire associer les citoyens? Voilà. Effectivement, le conseil de 35 personnes. Déjà, on a discuté pour le conseil ça, sur la réponse au climat la dernière fois, avec les limites que ça a. Là, dans les circonstances comme celle-là, comment vous voyez les choses? Et est-ce que ça veut dire prendre en compte l'avis des citoyens? On sait bien que, par exemple, pour les politiques, c'est le sondage qui compte. Donc, c'est par exemple, lorsque les sondages ont indiqué que les gens avaient marre du confinement, le gouvernement a décidé de ne plus jamais reconfiner. Voilà, c'est ça qui a décidé à partir d'un certain moment, voilà, on ne continuera plus. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intervention du citoyen et comment vous la voyez? D'accord. Ok, merci. Je pensais bien que la question allait arriver parce que j'ai sauté sur le chapitre. Vous m'avez fait signe d'accélérer. J'avais bien sûr prévu de vous parler de ça. Bon, c'est très difficile, mais on n'est pas sans expérience. Alors on peut essayer, moi j'ai essayé de formaliser un peu ça, d'ailleurs, enfin pas tout seul, avec Jean-François Delfrécy, qui était le président du Conseil scientifique, anime un think tank qui s'appelle Santé mondiale 2030, qui est un think tank international, avec lequel ils ont essayé de réfléchir. Alors, il n'y a pas un moyen, bien entendu. D'abord, en France, on a un système de démocratie représentative avec un état de droit, on a beaucoup de chance quand même, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Donc, il y a eu, pendant le Covid, des commissions d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et puis le gouvernement, je crois, a nommé une commission d'enquête, sa propre commission d'enquête. C'est une forme de démocratie, puisque ces députés, ces sénateurs sont là pour nous représenter. Alors,
il y a une forme, il y a plusieurs formes. Il y a une forme qui est ce qu'on appelle l'administration consultative. Dans le domaine de la santé, par exemple, il existe une conférence nationale de santé et des conférences régionales de santé. Donc au niveau national et dans chacune des régions, il y a des conférences qui associent des professionnels, des usagers, pour faire court. Il y a 150 personnes à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de monde pour s'occuper des questions de santé. Conférence nationale de santé n'a officiellement jamais été consultée pendant l'épidémie de Covid. Peut-être que le gouvernement avait oublié, ils avaient trop de choses à faire. Mais enfin, le président de la conférence nationale de santé aurait pu se manifester, il l'a pas fait. Il y a des hauts comités de toutes sortes. Par exemple, il y a le haut comité pour la santé. Le haut comité pour la santé, au début, on n'a pas du tout entendu parler. Il a fallu qu'il fasse des pieds et des mains, parce qu'il est placé directement sous l'autorité du ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé préférait qu'on ne l'entende pas. Il y a des autorités, il y a des hautes autorités consultatives. Le haut comité de la santé publique, moi je peux même aller plus loin, parce que j'étais très en colère et je le suis toujours. Je vous ai dit que je travaille sur les migrants et sur les SDF. Les SDF à Paris, malheureusement, on sait, et ils savent bien ce que c'est. J'ai saisi la préfecture de région, enfin toutes les instances pour protéger les personnes qui étaient à la rue. Pour les protéger pour elles-mêmes et protéger les personnes qu'elles peuvent côtoyer. On m'a mis dans les mains finalement du Haut Comité de la Santé publique. Très bien, on a travaillé, on a fait un groupe, on a écrit ensemble un texte. Il est consultatif, on l'a soumis à la Direction Générale de la Santé. Moi je crois, on m'a dit, tu auras une réponse dans les 48 heures. Bon. Et puis, je ne sais plus combien de semaines ça a pris. Hein. Mais il n'y avait pas de réponse. Pas de réponse. Je peux vous dire, je téléphonais tous les matins au directeur général de la santé. Non, lui, il avait autre chose à faire, c'est lui qui comptait les cas à la télé là, tous les soirs. Bon. La deuxième manière de faire, c'est la représentation de la société civile. C'est-à-dire avoir des représentations institutionnelles du monde social. On a par exemple une représentation institutionnelle du monde social qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur le Covid, pendant l'épidémie de Covid. C'est des gens très bien. Hein. Je vais déjeuner chez eux la semaine prochaine, même pendant le Covid. Alors, eux, ils sont très malheureux. Hein, c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé, mais c'est qu'on a mis tout ça sous le boisseau. Donc, des représentations de la société civile sous cette forme-là, au niveau municipal, au niveau départemental, régional, il y a des tas d'instances comme ça qui existent. Elles n'ont pas été utilisées. Et puis, il y a des formes directes de démocratie citoyenne. Il y a des conférences de consensus, il y a des jurys populaires. Il y a toutes sortes de moyens qui existent. Alors, ce qui est avancé pour ne pas avoir recours à tout ça ou ne pas l'avoir fait, bon, c'est le temps, c'est la bousculade, c'est la notion d'efficacité et d'efficience de la décision. Si on prend des avis multiples dans tous les sens, ils ne vont pas être convergents, forcément. C'est la vie, on a l'habitude. Même dans notre famille, quand on veut prendre des décisions, on n'est pas tous d'accord. Mais enfin, on finit par arriver à prendre des décisions quand même. C'est l'adhésion sociale, la confiance et la légitimité. Le Covid, c'est survenu peu de temps après les Gilets jaunes. Et donc, on va vous dire, si vous réunissez une instance, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont contester. Oui, d'accord, ils vont contester, mais c'est ça la vie sociale, c'est comme ça la vie sociale. Et puis, s'ils contestent, ils ont peut-être des bonnes raisons, peut-être des mauvaises raisons. Enfin, en tout cas, il faut travailler avec eux, il faut essayer d'avancer. Et puis, c'est difficile parce qu'il
il y a des questions éthiques sur lesquelles il faut travailler, où c'est vrai, on ne peut pas prendre des décisions aussi rapidement, mais les questions éthiques, c'est respecter les libertés publiques. Tous les débats que vous avez vus comme moi pour savoir si pendant le confinement c'était légal ou pas légal, et puis j'imagine qu'il y a des tas de recours qui ont été faits devant toutes les institutions judiciaires à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Est-ce qu'il y a des entorses qui peuvent être faites à l'état de droit? Or, il se trouve que le gouvernement, je m'excuse, je suis un peu partisan, mais c'est des soucis, on n'a chacun nos avis là-dessus. Le gouvernement a institué des règles qui outrepassaient les libertés individuelles et qui doivent être traitées par des juristes au point de vue juridique et avec des décisions qui peuvent être prises par des instances qui existent dans notre État, qui sont le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et on s'est un peu affranchi de tout ça. Et puis au niveau individuel, il existe des règles éthiques absolument fondamentales qui sont l'autonomie des personnes, la liberté de choix des personnes, le principe de bienveillance, le principe de non-malfaisance. Par exemple, le principe de non-malfaisance prescrit qu'il ne faut faire entreprendre aucune action par des personnes qui risquent de constituer une nuisance pour elles. Bon, c'est vrai, mais ça ne peut être vrai qu'au niveau statistique. Hein, il n'y a pas de certitude. Donc tout ça, je veux dire, il y a plein de dispositifs qui existent, on peut peut-être pas tous les mettre en œuvre comme ça en quelques semaines. La critique est facile, l'art est difficile, mais il faut quand même reconnaître que là, on vient de mettre en place un nouveau comité qui remplace le comité scientifique. Alors, il a un nom, il faut que je regarde à chaque fois mon téléphone. Bon. C'est le comité de surveillance et de veille des risques sanitaires, le COVAS ou quelque chose comme ça. Il a été mis en place au mois de juillet. Il se trouve qu'il a été nommé hier soir. Il est paru au journal officiel hier, si vous voulez le connaître, et il y a un article dans les journaux, dans tous les journaux aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils auraient pu mettre à profit les quelques semaines qui viennent de s'écouler, qui étaient un peu plus calmes, pour réfléchir. Il a été nommé hier. Il n'y a aucun sociologue, aucune sociologue dans ce comité. Bon, peut-être qu'ils ont peut-être oublié, je ne sais pas, peut-être qu'ils en prendront après. Enfin, moi, ce que je constate dans le journal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sociologue dans le comité qui va remplacer les 3 comités dont je vous ai parlé. C'est pas un signe formidable d'ouverture démocratique. Ils sont très bien, les gens qui sont dedans. Hein. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que... Oui, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que tous les médecins de France n'ont pas été associés aux décisions concernant le Covid, puisqu'on a quand même des milliers de médecins en France qui sont au plus près des patients, et semble-t-il n'ont pas été dans le jeu. Alors, vous avez tout à fait raison. La question que vous soulevez, ça soulève la question de ce qu'on appelle l'intermédiation. Hein, avec les expériences qu'on avait, par exemple, la grippe H1N1, H5N1, je ne sais plus quel était le numéro, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, les meilleurs ambassadeurs du recours à la vaccination, c'était les médecins généralistes, les médecins de famille, parce qu'on le connaît, parce qu'on lui fait confiance, parce que, il y a une bonne relation encore dans ce pays. Avant, il y avait les instituteurs, les curés, les médecins, il ne reste plus que les médecins maintenant pour la bonne relation. Et quelques instituts quand même, les curés, je ne sais pas. Et donc,
oui, vous avez raison, vous avez raison. Donc c'est pas les médecins collectivement, c'est les médecins individuellement. Et oui, enfin, j'ai presque envie de vous raconter une histoire personnelle parce que moi, il se trouve que mon médecin généraliste, moi j'ai changé depuis, un jour m'a conseillé de ne pas me faire vacciner. Bon, alors il a le droit de penser ça. Le problème, c'est qu'ils le disent à ses clients, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi difficile. Et pourquoi on ne l'a pas fait je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous dire. Avec cette multiplication des instances, est-ce qu'on ne peut pas penser que, en fait, le politique essaye justement d'avoir plein d'instances de façon à pouvoir choisir ce qu'il veut et donc supprimer la démocratie directe. Non seulement on a déjà une démocratie représentative où nos représentants ne sont pas forcément représentatifs de ce qui se dit et de ce qui se pense. Ils ont souvent des idées assez arrêtées. Mais en plus, avec toutes ces instances, en fait, l'expertise ne prend-elle pas le pas sur la démocratie? Oui, c'est compliqué. Non, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de critiques, mais j'ai in fine pas critiqué ce qui a réellement été fait dans le pays. Hein? Et voilà, pour être assez proche quand même de ces questions, je trouve que ce qui a été fait, enfin je ne sais pas s'il y avait une autre équipe gouvernementale qui était à la place, je ne sais pas si elle aurait mieux fait, mais en tout cas on ne peut pas leur jeter la pierre. Avec des choses difficiles, il y a eu des cafouillages énormes sur les masques, les tests, les gels hydroalcooliques, après l'arrivée des vaccins, tout ça, mais ces cafouillages devant la gravité de la situation et la précipitation étaient assez peu évitables. Je juste vous donner un exemple parce qu'on n'en parle absolument jamais, mais moi ça me frappe beaucoup. Vous vous souvenez de l'histoire des masques, quand on vous a dit que les masques ça servait à rien et puis que le ministre de la Santé, je crois, a dit que c'était pas la peine et puis la porte-parole du gouvernement a dit que ça servait à rien. À l'époque, moi je suivais la littérature scientifique de très près, dans toute la littérature scientifique internationale sur l'efficacité des masques en situation réelle, pas avec des rats de laboratoire, en situation réelle, il y avait 5 articles. 5 articles. Et sur les 5 articles, en gros, il y en a 3 qui disaient que c'était pas utile et 2 qui disaient que c'était utile. Bon. Donc il n'y avait pas de connaissances scientifiques. On peut le dire comme ça. Il n'y avait pas de connaissances scientifiques opérationnelles, directement opérationnelles. Donc, alors après, ils avaient un problème parce que les masques avaient disparu. Donc ça, c'est autre chose, mais ce n'était pas l'efficacité des masques. Enfin, ils n'avaient pas disparu, les masques. Ils avaient été détruits. Comment? Ils étaient foutus et on ne les avait pas recommandés. Les journaux ont très bien expliqué cette histoire-là. Oui. Les journaux ont très bien expliqué. Oui. Mais c'est pas ça dont je parle. Moi, c'est sur la connaissance scientifique disponible pour savoir si c'était utile ou pas. Bon. Mais de la même façon, il y a un truc assez amusant, c'est le gel hydroalcoolique, sur lequel il y a vraiment extraordinairement peu de littérature scientifique. Mais enfin, ça paraît tellement du bon sens que se laver les mains, ça ne doit pas faire de mal, qu'on se lave tous les mains avec du gel hydroalcoolique, et peut-être que ça sert à quelque chose, peut-être que ça sert à rien du tout, mais c'est pas grave. Bon, et ça, c'est pas des dépenses en milliards. Donc, après, dans la prise de décision, ouais, ce que vous dites est vrai, quoi, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que soit on n'a pas d'instance pour l'expression citoyenne et sociale,
soit on en met en place plein, parce que de toute façon, le sentiment est que il faut avancer. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, en avril 2021, quand on a levé le dernier confinement, quand le président de la République a levé le dernier confinement, bon, il l'a levé contre tous les avis scientifiques qui étaient donnés. Tout le monde pensait qu'il fallait attendre quelques semaines de plus. Voilà. Alors, ceci dit, tout le monde, c'est des chercheurs qui n'ont pas à gérer un pays de 67 millions d'habitants et avec des questions économiques et financières qui représentent des quantités de milliards que j'arrive même pas à imaginer. Bon, moi je regrette, pour ça je vous ai très rapidement parlé de Haïti par exemple, je regrette que des exemples comme ça qui sont proches de nous, qui ont été réalisés par un collègue là qui est à 300 mètres d'ici, qui a commencé à le mettre en œuvre et ça a été coupé par le gouvernement. La technique de Piarou, c'est très facile, hein. C'est de former des intermédiateurs sociaux qui font du porte-à-porte. Ils vont chez toutes les personnes. Bonjour, comment allez-vous, vous habitez? Ils regardent avec eux comment, compte tenu de toutes leurs contraintes, comment ils peuvent gérer au mieux ou au moins mal l'épidémie. C'est comme ça qu'il a arrêté l'épidémie de choléra à Haïti et qu'il a commencé à le faire dans la région parisienne. Et puis les crédits ont été coupés, non, arrêtés, et ça s'est complètement arrêté. Vous m'entendez là? C'est bon? Est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement que le débat citoyen a bien eu lieu, essentiellement sur les réseaux sociaux? Oui. Pendant 2 ans, on a été abreuvé de discussions sans fin, sans queue ni tête, par des médecins, des non-médecins, des épidémiologistes, des non-épidémiologistes, etc., etc. Et qu'au fond, il y a eu un débat énorme dans la société française, mais complètement biaisé, pas sur des bases saines et scientifiques, mais sur des bases complètement tirées par les cheveux. Donc, voilà, on a eu droit à ce débat-là, et qui n'est pas clos. Hein. Oui, mais enfin, moi, j'appelle pas ça un débat. Non, mais c'est si, parce que la société française a débattu sur les réseaux sociaux. Une grande partie des gens ont débattu quand même. Oui. Mais je ne dis pas que c'était réussi. Oui, Je ne sais mais... pas si c'est un débat ou des billets de confirmation classiques. Oui, pour le moment, moi je vous ai parlé d'hydroxychloroquine, mais je n'ai pas encore cité mon collègue Didier Raoult. Ça aussi, ça, on peut dire que ça a fait l'objet d'un débat. Je trouve que le débat, ça se structure, quoi, le débat démocratique. Il faut que ce soit structuré. Le débat sur les réseaux sociaux ou le débat sur BFM TV, c'est absolument pas structuré. Pour moi, c'est pas du débat, c'est du spectacle. Et dans du spectacle, il y a des stars, et ça, je vais reprendre, pour ne citer personne, à part Raoult, ce qui s'est passé avec le choléra à Haïti, c'est extrêmement intéressant. Le choléra, on sait comment ça se transmet, hein, depuis 1853 exactement, hein, Snow à Londres. Donc, ils ont inventé une nouvelle théorie, le modèle climatique. C'est du fait du réchauffement climatique qu'il y a un ensemble de facteurs qui favorisent l'éclosion et la propagation du germe qui est du vibrion cholérique. Cette théorie, elle était tellement belle
que la personne qui était responsable de la commission qui a été réunie par l'Organisation mondiale de la santé a publié un article dans la meilleure revue du monde qui s'appelle Nature sur la nouvelle théorie climatique de propagation du choléra. C'est-à-dire qu'elle a nié des choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'une publication dans Nature, qui est la transmission par les latrines utilisée par un bataillon de soldats de casques bleus de l'ONU. Voilà. Il n'y a pas eu de débat non plus. Il n'y a pas eu de débat. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est sur les réseaux sociaux, où c'est à la télé, où c'est dans les meilleures revues du monde, il y a des phénomènes de déviation du débat, de dévoiement du débat, qui, à ce moment-là, font que c'est un débat, en tout cas, qu'on ne peut pas appeler démocratique. Enfin, pour moi, c'est même pas un débat, c'est de l'exposé. Et vous vous souvenez quand même, dans les échanges, la violence des échanges. Bon. Tout ce que... Alors, pour revenir sur l'expression démocratique et tout ça, pour revenir sur une chose, je m'excuse, je prends beaucoup de positions comme ça qu'on pourra me reprocher, mais c'est pas grave. Le président de la République, il a pris l'avion pour aller voir M. Raoult à Marseille, quand même. Alors là, je trouve que ça, c'est une responsabilité incroyable, incroyable. Il va pas souvent, enfin, dans sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Mais en tant que président de la République, avec les caméras de télévision, il se déplace rarement pour aller voir Monsieur Dupont à l'autre bout de la France, quoi. Et donc, c'est un dévoiement du débat démocratique pour moi. Un dévoiement du débat démocratique. Hein. Je peux vous dire que l'épisode, sans trahir aucun secret, parce que je crois que tout le monde le sait, l'épisode a été très difficile, parce que Jean-François Delfrécy, qui était président du Conseil scientifique, il était dans l'avion. Il était dans l'avion, comme vous pouvez imaginer, entre ce président du Conseil scientifique et Didier Raoult, il ne s'envoyait pas des roses. Donc, alors les réseaux sociaux, pour moi, c'est une question très difficile, parce que ça existe, donc on ne va pas supprimer les réseaux sociaux, de toute façon. Et je ne sais pas demain ce que ça comment ça va évoluer, cette histoire-là, et ces réseaux sociaux. Mais il faut qu'on s'arme, justement, pour prendre en compte cette réalité d'échanges sociaux. Et ça, c'est le travail, c'est des gens qui s'appellent des sociologues, des anthropologues, des psychologues. Dans les folies qu'on a eues quand même, je voulais vous en dire un mot aussi. Est-ce que vous avez entendu parler des nudges? Bon. Les nudges, c'est un produit de la psychologie cognitive. Bon, moi je ne suis pas psychologiste cognitiviste, mais en gros qui consiste à avoir des points de fixation de l'attention des personnes de façon à essayer de modifier leur comportement. Hein? Le nudge, je m'excuse, c'est pas très beau, mais le nudge le plus courant que moi je connais, mais les femmes ne le connaissent pas, c'est dans les toilettes publiques, souvent, sur les aires d'autoroute, les gens comme ça, au fond de l'urinoir, il y a un petit moustique qui est dessiné, et ça évite que les gens fassent pipi partout, quoi. Ils visent le moustique, et ça va au bon endroit. Hein. Eh bien, on n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les psychologistes cognitivistes pour essayer de développer des nudges, pour faire que les gens portent des masques, se lavent les mains, et puis, in fine, aillent se faire vacciner. Ça reposait sur des hypothèses scientifiques aussi plates que la table. Rien. Strictement rien. Et vous parlez des réseaux sociaux, parce que une fois, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à suivre ces débats avec ces spécialistes des nudges, et savoir comment utiliser les nudges pour que les gens se fassent vacciner. Hein.
Donc, on est tombé dans, vous vous souvenez peut-être des avions renifleurs de Giscard d'Estaing. Enfin, voilà, c'était de ce niveau-là, quoi. Merci beaucoup pour tout votre exposé, parce que vous avez soulevé toute une série de notions tout à fait intéressantes sur démocratie, décision, etc. Mais vous présentez, il me semble, les choses de façon un petit peu idyllique, parce que vous présentez un peu comme si, en proposant aux citoyens d'adopter une démarche scientifique, vous allez avoir l'adhésion de tout le monde. Or, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, les derniers exemples que vous avez donnés, là, ça montre bien que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Hein. Bon, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Donc, pour moi, il y a un point peut-être qu'il faudrait détailler un petit peu plus, c'est les questions de confiance. Hein, parce que pourquoi est-ce que quand les scientifiques parlent, quelquefois ils sont écoutés, mais quelquefois pas. En plus, l'exemple de Raoult a bien montré justement que, en plus, dans des cas un peu compliqués, un peu complexes comme ça, eh bien, quand même les scientifiques entre eux montrent des désaccords, eh bien, pour le public, c'est pas très facile. Donc, il y a là un très très gros problème. Et alors, en tout petit exemple à la fin, je voudrais vous demander ce que vous pensez d'une chose. À la fin, tout à l'heure, vous avez bien expliqué qu'il y a toujours des morts tous les jours, que le Covid est toujours là. Bon, alors, on sait maintenant, je reprends un autre point qui a été soulevé, que la question des masques, elle est utile. Hein. On ne le savait pas à l'époque, mais maintenant on le sait. Alors, je voudrais savoir comment vous expliquez que, alors qu'on sait que les masques sont utiles, alors qu'on sait que même vaccinés, les gens peuvent se faire recontaminer, et bien pourquoi est-ce que dans une assemblée comme celle-ci, il y a 3-4 personnes qui portent un masque et c'est tout? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous savez ce que vous expliquez pourquoi? Alors, je terminerai par les masques. Je vais réfléchir. Sur la question de la confiance et de la défiance, je n'ai pas parlé, effectivement, mais c'est très très important. On a une étude en France qui s'appelle EPICOV, qui porte sur 300 000 personnes, qui sont suivies depuis 2020, depuis mai 2020, et qui sont suivies par rapport au Covid, c'est-à-dire sur leur connaissance, sur leur comportement, sur leur modification et sur ce qui leur arrive. Il y a à l'heure actuelle, dans cet échantillon, comme à l'échelon national, entre 10 et 20% des personnes, donc de la population, on peut dire, on peut extrapoler, c'est un échantillon représentatif, en plus des 300 000, qui était fait avec l'adresse et l'INSEE, entre 10 et 20 personnes de personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées. Plus de la moitié, 53%, des personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées indiquent qu'elles ne font pas du tout confiance aux experts et à l'action du gouvernement. 53%. Donc effectivement, la question de la confiance est primordiale. Alors on pourrait dire que ces personnes, elles ont raison de ne pas avoir confiance, ou on pourrait dire qu'elles ont tort de ne pas avoir confiance et essayer de réfléchir aux moyens de leur donner, de leur rendre cette confiance. Ce qui est encore plus gênant, c'est que pour ces personnes qui ne font pas du tout confiance et qui ne veulent pas se faire vacciner, quand on leur dit « est-ce que vous accepteriez de vous faire vacciner si c'est pour protéger vos proches ou vos relations », elles ne sont pas sensibles à cet argument.
Donc, non, cette question de la défiance et de la méfiance est fondamentale. Nous, tout ce dont je dispose pour le moment, moi, c'est des éléments descriptifs. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces personnes aient confiance? Mais ça, c'est un problème vraiment compliqué, parce que si elles ne font pas confiance, une partie importante d'entre elles, elles ne font pas confiance, non pas à cause du Covid, elles ne font pas confiance aux experts parce que, par exemple, elles dénoncent le fait qu'un nombre important d'experts, de médecins dont vous parliez tout à l'heure, mais plus encore de chercheurs, ont des liens avec l'industrie pharmaceutique. Elles ne font pas confiance au pouvoir public. Beaucoup d'entre elles, alors là, je n'ai pas les proportions, je n'ai pas été des personnes qui se revendiquaient comme étant des gilets jaunes, par exemple, ou soutenant les revendications des gilets jaunes. Donc ça n'a plus rien à voir avec le Covid. Donc c'est vraiment des questions très compliquées. Moi, tout ce que je demande, c'est que tout ça fasse l'objet de recherches, que des spécialistes de sciences politiques, en particulier des politistes, et des sociologues, puissent se pencher sur ces questions-là, qu'on les comprenne mieux et qu'on essaye d'imaginer, si c'est possible, des stratégies. J'ai juste oui. Juste un petit mot aussi qu'aux Antilles, il y a eu la question du chlordécone qui a été Bien sûr. Bien sûr. Ça n'a rien à voir évidemment avec le Covid, mais qui expliquait, ou en partie, le manque de confiance des populations envers les décisions. Tout à fait. Alors, votre deuxième question, madame, du coup, je voulais la... Pourquoi on ne porte pas de masque? Ah, moi j'avais un masque, là je l'ai enlevé parce que pour vous parler, je voulais être audible. Moi j'en sais rien, il faut demander aux personnes pourquoi elles portent pas de masque. C'est peut-être que c'est franchement casse-pied de porter un masque, je ne sais pas. Non, moi je porte un masque, par exemple quand je suis dans les transports en commun aux heures de pointe, je porte un masque. Là, j'estime que j'ai de la distance, donc c'est peut-être idiot, mais je me sens moins menacée, moins en danger, donc je ne porte pas de masque. Mais dans les situations où je suis serrée avec d'autres gens, là, je porte un masque. Alors, je peux vous prendre un exemple où j'étais dans une salle de réunion, où on utilise des détecteurs de CO2 dans une salle de réunion, et en général, au bout d'une demi-heure, à 4 personnes, vous passez en orange, donc on est obligé de créer des courants d'air. Donc, vous pouvez être sûr qu'ici, nous sommes actuellement en saturation de CO2, donc en zone très contaminante. Bon, on va arrêter tout de suite. Non, mais faut savoir, on a... Parler avec un masque devant un micro, c'est ne pas être compris par une partie de la population ici, ça n'est pas très malin. Alors vous le retirez, vous parlez et vous remettez. On entend. C'est pareil. Dans les salles de réunion auxquelles je vais pour différentes, nous avons des détecteurs de dioxyde de carbone, de CO2. Et on peut, dans une salle qui est à peu près de cette taille-là, à 4 ou 5 personnes, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on a le détecteur de CO2 qui passe aux zones oranges. Donc on est obligé tout de suite de faire du courant d'air pour pouvoir diminuer. Donc je peux vous dire que dans cette salle, actuellement, la concentration en CO2 est telle qu'il est à peu près certain qu'on est en bonne zone de contamination. Non, mais on voit bien, en tout cas, je trouve que ça illustre bien le fait que tout ça est difficile. Je ne veux pas repartir alors sur une autre partie de l'épidémiologie et de mon métier qui me passionne, mais c'est la notion de perception, de représentation de risque, et la notion de risque faible, de risque zéro, de risque important, et de comment on peut se comporter par rapport à ça, et puis versus la notion de plaisir lorsqu'on prend des risques. Donc je crois qu'on est dans quelque chose de vraiment compliqué.
moi j'ai envie de dire, on se comporte, madame, de façon relative, et pas de façon absolue. De façon relative et de façon inconsciente, je pense que on pèse les avantages et inconvénients. Mais ça nous amène à prendre des risques. Mais si la vie ne comportait pas de risques, ce ne serait pas vraiment la vie. C'est un épidémiologiste qui vous dit ça. Hein? On devrait prendre l'exemple sur le lycée Lacanal à Sceaux, qui a été construit depuis longtemps, avec des courants d'air. Il y a toujours des courants d'air, parce que comme ça, les élèves n'étaient jamais malades. Les architectes, il faudrait remettre en cause les architectes. Si vous avez l'occasion de visiter des hôpitaux datant avant l'ère pastorienne, ou même de l'ère pastorienne d'ailleurs, des hôpitaux qui datent d'avant 1930, c'était toujours des bâtiments séparés, et les maladies les plus prévalentes étaient des maladies transmissibles. Donc il y avait le pavillon de la grippe, le pavillon du choléra, le pavillon de la typhoïde, voilà. Et entre les pavillons, il y a des systèmes d'aération. Et on a abandonné ça. Je vous conseille l'hôpital d'Arles, dans lequel a été hospitalisé Vincent Van Gogh, et il est comme ça en petit pavillon, il est super. De Arles, la ville de Arles. C'est Saint-Joseph. Il y a un nombre d'écritures. Vous nous avez cité le 11 janvier 2020 où on a trouvé le code génétique du virus, mais dans les faits scientifiques, quand est-ce qu'on a compris un petit peu, mais je pense qu'il y a plein de modes de transmission, justement les modes de transmission de cette nouvelle maladie quand même. Est-ce qu'on sait des choses plus précises? Juste pour rappeler que le vétérinaire est arrivé au conseil scientifique très en retard. Oui, le vétérinaire il a été nommé a posteriori. Maintenant, dans le nouveau conseil scientifique, il y a des vétos. C'est vachement intéressant la question que vous posez, Madame, sur quand est-ce qu'on a compris les modes de transmission. On n'a toujours pas vraiment compris. C'est horriblement compliqué parce que, bien sûr, les personnes n'ont qu'une suspicion, personne ne sait comment. Moi, j'ai été contaminé, je pense savoir comment j'ai été contaminé, mais je n'ai pas une certitude. Alors, c'est assez intéressant parce que, normalement, pour trouver des modes de transmission de maladies, il y a une méthode épidémiologique qui est la plus simple, elle n'est pas très très précise, mais enfin c'est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les études cas témoins. On prend des gens malades, des gens non malades, et puis on les compare pour tous ceux, pourquoi on a une hypothèse qui pourrait expliquer qu'il y en a qui sont malades et d'autres qui ne sont pas malades. L'exemple cas témoin le plus typique, c'est tabac et cancer du poumon. On a comparé des personnes qui avaient un cancer du poumon à des personnes qui n'avaient pas de cancer du poumon. On a commencé à la fin des années 1930, et puis la grande étude, c'est 1948 en Grande-Bretagne, et on les a interrogés sur plein de choses, y compris sur la consommation de tabac, parce que quand même, on avait des hypothèses, et on a vu une différence entre ceux qui avaient un cancer du poumon, il y avait une proportion très très importante de fumeurs et significativement supérieure à celle des gens qui n'avaient pas de cancer du poumon. Mais là, prenez des gens qui ont le Covid et des gens qui n'ont pas le Covid, puis vous leur demandez quoi? Bon, alors, est-ce que vous avez été dans un bar? Est-ce que vous avez été dans un café? Est-ce que vous avez pris les transports en commun? Mais tout le monde va dans un café, un restaurant, prend les transports en commun, va au supermarché, fait la queue pour faire ses courses. Voilà, et c'est extrêmement difficile. Et donc, les premières études cas témoins ont été très tardives. Très très tardive. Je rigole parce que je me souviens, moi je ne suis plus en activité, mais je téléphonais à mes collègues épidémiologistes en leur disant mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une étude cas témoin? Ils m'ont dit mais vas-y, tu nous donneras les questions à poser. Voilà. Hein? Et donc il y en a eu des études cas témoins qui ont été faites, en particulier par l'Institut Pasteur, mais elles ont
elles ont été mises en place, quand je dis c'est très tardif, c'était 6 mois après le début de l'épidémie, quoi. Elles ont été mises en place, je crois, en septembre 2020. C'est très difficile, parce qu'on n'avait pas d'hypothèse, où les hypothèses sont des choses tellement banales et tellement communes que tout le monde y est exposé, quoi. Donc c'est pas... Voilà. Non, c'est une cochonnerie, hein, c'est vrai. À tout point de vue. Bonjour, merci pour votre... je trouvais que votre pédagogie était extrêmement précise, et puis j'ai retenu plusieurs mots. Vous avez parlé de définition à un moment donné, vous avez parlé de démocratie, puis vous avez parlé de décision, à la fin vous avez parlé de défiance. En fait, est-ce que vous êtes au courant, vous avez parlé de M. Macron qui a verticalement décidé sans discussion avec la population du confinement. Il a quand même dit la France ne sera pas le premier, et puis évidemment la France était le premier pays à prendre les mesures. Ça ne vous fait pas tilt? Ça veut dire que déjà il y a un programme. Bon, il a été confirmé depuis, il me semble, que ce sont des protocoles du World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait déjà organisé ce qu'il faut faire pour... Il suffisait que M. Tedros déclare qu'il est mon ami et tous les pays qui étaient signataires de ce protocole, par défaut, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une date pour désister, et personne n'a fait. Et ça déjà des dates depuis 2019. Hein. Et donc, du coup, tout ça s'était préparé, et puis du coup, en fait, le gouvernement français n'avait aucune autre marge de manœuvre. S'il a dit nous ne serons pas les premiers, c'est que visiblement il savait qu'il y avait quelque chose auquel le pays était tenu. Et pas pour rien que Boris Johnson et que tous les autres, ils ont suivi. C'est-à-dire que cette démocratie, nous sommes peut-être dans un pays démocratique, mais il y a des signataires de ce projet, de ce protocole qui ne sont pas forcément ceux qu'on appellerait des pays démocratiques. Et celui qui est la tête de l'OMS, c'est certainement pas un personnage démocratique, parce que c'est un ancien terroriste. Parce que c'est un ancien terroriste. Ah bon? Tedros. Mais alors, vous avez... Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous avez raison et vous avez tort. Effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a accumulé une énorme expérience de gestion des crises sanitaires. C'est très protocolisé, très protocolisé, mais dans le système sanitaire onusien, les organismes tels que l'OMS ne peuvent pas prescrire leur comportement à des gouvernements. Ils peuvent leur donner des indications, des recommandations, mais les décisions appartiennent au gouvernement. C'est pas comme l'Union européenne. Ils ont quand même changé les définitions de ce qui était l'épidémie et de pandémie. Une définition de... Ils ont changé les définitions de ce qui est épidémie et ce qui était vaccin. Ils ont changé les définitions. Oui, les définitions, oui. Non, mais là, je parle des prescriptions, des prescriptions. Dans le système européen, si vous ne respectez pas les règles européennes, vous êtes susceptible d'avoir des sanctions. L'OMS n'a jamais distribué la moindre sanction à qui que ce soit. Alors, c'est vrai que donc il y a des protocoles. Et il se trouve qu'en plus on avait de la chance en France quand même, parce que le président du comité de l'OMS de gestion des épidémies qui a déclaré que c'était une pandémie, il s'appelle Didier Houssin, c'est un Français. Donc on n'était pas trop mal placé quand même pour avoir l'information à la source. Il est ancien directeur général de la santé. Bon. Mais ce qui va à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire et de ce que vous dites, c'est que l'un des textes fondamentaux de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le règlement international des voyageurs. Ça, c'est obligatoire pour tous les pays qui adhèrent à l'OMS. Vous savez, quand il faut un carnet de vaccination, si vous avez, je ne sais pas,
en Amérique du Sud, il faut être vacciné contre la fièvre jaune, enfin des trucs comme ça. Donc le règlement international des voyageurs, qui est appliqué par, je crois, tous les pays du monde, hein, eh ben, il n'a pas été mis en avant quand on a dit, mais est-ce qu'il faut fermer les frontières ou pas? Et là, l'Allemagne a fait d'une façon, la France d'une autre façon, chaque pays a fait sa petite sauce. Ils n'ont pas appliqué le règlement international des voyageurs. C'est incroyable. Pour moi, c'était... Je vous ai parlé de Charpak, là, je travaille avec Yves Charpak, on était dans la même instance. Il se trouve, moi, je siégeais au conseil d'administration de Santé publique France, hein, là, et on a dit, mais pourquoi vous vous posez des questions? On réfléchit sur qu'est-ce qu'on fait aux frontières. Il n'y a aucune question, il y a le règlement international des voyageurs, il dit exactement ce qu'il faut faire. On ne l'a pas appliqué. On ne l'a pas appliqué parce que, vous savez bien, quoi, c'est les voyages internationaux qui en acceptent, qui n'en acceptent pas. Les gouvernements appliquent leur politique. Dites à M. Orban qu'il est obligé d'accueillir toutes les personnes qui viennent de Syrie, vous croyez qu'il va le faire? Donc, il y a une interaction entre des prescriptions sanitaires fortes, comme le règlement international des voyageurs, et des volontés politiques qui sont différentes. Mais autrement, c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas, tout ça n'est pas tombé comme ça du ciel du jour au lendemain, tout ça a été largement préparé par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a l'épidémie MERS en Arabie Saoudite, enfin, il y a les virus, les coronavirus, on connaît, il y en a déjà eu. Il y a des documents qui sont ressortis par différents organismes, notamment dans les États-Unis, et pas dans le monde anglophone, c'est apparemment plus accessible, je ne sais pas pourquoi, mais qui ressort de 2009. Oui, oui. Que ces choses-là étaient déjà prévues, ils n'ont pas pu les appliquer. 2009, c'était la grippe H5N1 ou H1N9, je ne sais plus, enfin peu importe. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont prêtes, effectivement. Mais ce qu'il faut bien retenir par rapport à la démocratie dont on parle, c'est que l'OMS, en tout cas, je pense que c'est tous les organismes de l'ONU, n'ont pas ne peuvent pas imposer d'obligations aux États et n'ont pas de force de police. En tout cas, l'OMS n'a pas de force de police. Par contre, ils ont une unité totale. Dans la Suisse. Une unité? Les personnages qui prennent des décisions qui nous affectent, ils ont une unité totale. Pfizer et Moderna. Ah oui, sûrement. Voilà, la Suisse aura. Mais pour vous montrer un autre exemple, alors qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est les brevets des vaccins. Hein, les vaccins sont sous brevet, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, compagnie, pas Pasteur, puisqu'ils n'ont pas produit de vaccin. Et il y a eu un mouvement extrêmement important, un mouvement social et politique et parmi les scientifiques, pour lever les brevets des vaccins, pour autoriser, déléguer l'autorisation de fabrication de vaccins à des pays qui savent le faire, qui sont l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Hein. Et l'OMS a tout un dispositif qui s'appelle COVAX pour mettre ça en place, parce que il y a des questions de financement, c'est des milliards. Hein. Pfizer, le vaccin, c'est 35 milliards de dollars de bénéfices, hein, donc c'est gigantesque. Et l'OMS n'a pas réussi, avec l'appui les deux personnes politiques les plus actives, maintenant c'était Biden et Macron, quand même, c'est pas des points légers dans la politique internationale, ils n'ont absolument pas réussi à faire fléchir les firmes pharmaceutiques. Donc il n'y a toujours pas de levée
de lever des brevets nationaux par ces compagnies. Donc ça montre bien les limites de l'OMS aussi. Eh bien, je crois que nous pouvons remercier M. Spira. Merci à vous.